tenter de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qui le fabriquent. De leur première expérience sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs. Faites-vous couler un thé, un café et installez-vous confortablement pour écouter Making of. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Making of. Je suis Louane et je suis accompagnée par Léo et Agathe, mais également par Astrid Issa-Verdins, qui est directrice de production et comédienne. Comment ça va ? Ouais, ça va très bien. On est content de te recevoir. Du coup, on va commencer directement. Quel est le job d'une directrice de production dans le cinéma ? À mon échelle, je vois vraiment ce rôle comme un chef d'orchestre, en quelque sorte. Je participe vraiment à toute l'élaboration du tournage. Donc, je vais être la personne un peu qui va faire le lien entre les chefs de poste, toutes les équipes techniques, et puis la partie prod, en fait. C'est le producteur qui va me contacter. Il va accompagner un réalisateur ou un auteur-scénariste avec un projet, avec un désir de raconter une histoire. Et il va l'accompagner dans le développement. Chose que moi, je fais pas du tout, en fait, en tant que dire de prod. Je suis pas du tout dans le développement artistique. Moi, je suis vraiment dans la partie beaucoup plus administrative, financière. Tu récupères un projet, c'est-à-dire un scénario, on va dire, tu le dépouilles et ensuite tu essayes de voir ce qui est possible. La plupart des producteurs qui me contactent, ils me demandent de budgéter le film. Okay. Donc, en fait, ils arrivent avec un scénario en se disant, voilà, nous, on a adoré ce scénario-là, on aimerait le produire. Donc c'est eux qui donnent les financements. Ouais, généralement, c'est eux qui cherchent le financement. Moi, normalement, c'est pas mon job. Okay. Et une fois que moi, je rentre dans la danse, généralement, il y a déjà eu des financements qui ont été trouvés. Et on me demande, en gros, de faire un dépouillement sur le scénario pour budgéter le film. Du coup, tu as déjà, en général, un budget donné. Ouais. Et ensuite, toi, tu essayes de faire rentrer ça dans... Ok, d'accord. Partir. Avec tant de temps de tournage, tant de temps de... Ok. Et c'est ça qui est hyper intéressant, enfin, moi que j'adore dans ce métier-là, c'est que vraiment, je ramène au réel ce qui transpire dans l'artistique, ce qu'on aurait envie de faire, en fait, dans un idéal. Donc, par moments, je suis un peu la bête noire aussi, parce qu'on se dit, ah, la relou, elle te dit que tu peux pas faire ça, parce que juste, je suis dans une réalité économique. Et puis, j'ai pas envie d'embarquer des équipes, tu vois, en annonçant qu'on va faire un tournage... Dans un grand château. Ouais. Avec alors en fait, on n'a pas les moyens et je sais que ça va être des conditions horribles de tournage. Finalement, tu demandes au réalisateur de garder les pieds sur terre. T'es là vraiment pour l'ancrer dans une certaine réalité de t'as tant d'argent pour faire ton film et c'est pas autrement, quoi. Et tu lui trouves des solutions, c'est ça. J'imagine que t'es là pour l'aider et pas non plus que pour faire la police derrière lui. Non, en tout cas, c'est pas du tout la façon que moi j'ai envie de travailler. Peut-être que d'autres dires de prod seraient juste à se dire moi j'ai un cahier des charges à respecter, je rentre dedans et peu importe l'artistique, mais je vois pas quel est l'intérêt de faire ça. En tout cas, pour moi, c'est hyper important. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'accepte uniquement des projets et des films où j'ai vraiment envie de raconter cette histoire, parce que je sais l'investissement que ça va représenter. Surtout que j'ai quand même énormément fait de projets sur des films indépendants, en autoprod, donc tellement peu d'argent. Tu sais que c'est une galère, en fait, d'avance. Ça va être compliqué de dealer des tarifs auprès des loueurs, ça va être compliqué de trouver des décors parce qu'on n'a pas d'argent, ou juste de convaincre les gens de venir participer parce que tu les payes pas. J'ai fait beaucoup de projets bénévoles aussi quand j'ai démarré. Et donc, si le film me parle pas, si je suis pas animée à raconter cette histoire, je serai juste pas la bonne personne pour les accompagner, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport artistique. Il y a des directeurs de production qui veulent pas du tout mettre les mains dedans, quoi. Généralement, on se fait un premier café avec le réal ou autre et je vais lui demander est-ce que je peux te faire des retours, en fait. C'est pas forcément mon job, mon poste, mais je prends plaisir à le faire. Et ça permet, je trouve, d'ouvrir une discussion artistique que j'aurais pas forcément eue. Parce que c'est pas ce qu'on attend de moi, en fait. Est-ce que t'interviens autant sur la post-production derrière ? Ça dépend, je pense, de chaque directeur de production. Tu peux avoir, en fait, un désir dès le début de te dire moi, j'aurais envie de m'investir jusqu'au bout et de suivre la post-production derrière. D'accord. Ce qui est souvent mon cas. Mais après, ça dépend, tu vois. Si j'enchaîne sur d'autres projets, je préviens d'emblée que j'aurai malheureusement pas le temps. J'aimerais bien faire un tout petit retour en arrière. Il y a un film particulièrement qui t'a donné envie de faire du cinéma ou en tout cas qui t'a donné l'amour des films ? J'ai vu un film qui m'a tellement marqué que, en fait, du coup, ma famille, du fait que j'étais traumatisée complètement. Quel film ? E.T. D'accord. Pour ne pas le citer. Trauma complet, vraiment pas drôle, quoi. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que j'étais tellement en colère contre Spielberg que je ne voulais voir aucun de ses films, par principe. Tellement il m'a pourri mon enfance. Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'au travers de ce traumatisme, parce que j'ai quand même vu des psys, c'est parti très loin. Ah ouais. Du coup, je me suis beaucoup intéressée à la construction du film. Comment on fait un film ? Pour dédramatiser, okay. Etc. Et donc, du coup, en fait, mes parents m'ont expliqué en me disant mais tu sais, ça, c'est pas pour de vrai. Comprendre qu'en fait, on écrivait une histoire, qu'ensuite, on convoquait des acteurs pour raconter quelque chose qui n'existe pas. Mais en même temps, j'étais là, genre, oui, mais c'est des vrais humains. C'est pas comme un dessin animé que je regarde à la télé pendant que je mange mon goûter, tu vois. C'était pas la même chose. C'était quoi qui te faisait peur dans le film ? C'était E.T. ou parce que du coup, E.T. c'est une marionnette pour le coup ? Après, je pense, va expliquer ça à un enfant qui est traumatisé. Ouais. Bah ouais.
Pareil, j'ai eu des traumatismes comme ça. Ah ouais. Le nom de la rose, un film ouais. qui m'a trauma enfant et je Ah pouvais ouais. plus dormir tout seul pendant plusieurs années à cause de ça. Quoi. Ouais, Enfin, ça il fallait que je m'étonne dorme dans une chambre avec des gens parce que sinon je paniquais. Quoi. Non, mais j'étais pas, mais vraiment comme toi. Mm. Moi, E.T., ça a été. Puis alors, il y avait tout, quoi. L'aspect, il ressemble à un petit vieux quand il meurt, il est tout blanc, là. Ouais, il y a un truc qui te rappelle la mort. Mais et l'enfer tout. de mourir dans cet état-là, quoi. Enfin, t'es abandonné par tes petits potes qui sont partis sur leur planète. Enfin, t'imagines en tant qu'enfant, C'est ça, puis tu comprends pas toutes les subtilités en tant qu'enfant, du coup il y a un truc qui Rien, est traumatisant de base. hyper factuel, quoi. C'est Le sûr. mec, il est abandonné, il meurt. Enfin, genre, tu sais, je voulais plus jamais qu'on me laisse toute seule. J'étais là, mais je vais mourir en fait si vous me laissez. Enfin, Est-ce que ça a pas un peu créé du coup de la fascination derrière, un truc un peu où justement, il y avait tes parents qui te ramenaient au cinéma en te remontrant que c'était faux et tout, et en même temps, est-ce que toi, ça t'a pas justement donné envie de comprendre un peu les coulisses et Ah si, ça à fond. Ouais. J'avais besoin de comprendre. Déjà, je pense pour me ramener à quelque chose de rationnel et me dire que E.T. foncièrement n'existait pas, déjà. Et puis après, mes parents, je trouve là-dessus, ils ont été assez smart. C'est que, comme j'étais très petite, tu vois, j'ai dû voir E.T., j'avais 3 ans. Hmm. Donc j'étais vraiment Ouais. très très jeune. C'est sûr. Et donc complètement traumatisée par ce film. Et donc très vite, mes parents ont cherché à me faire vivre une expérience de jeune spectatrice. Plus positif. Ah oui, et donc Ouais, du coup, ok. je vivais à Annecy à ce moment-là, je suis annécienne. Et donc, il y a le festival d'animation à Annecy. Mm. Et donc, il y a des projections en plein air qui se font sur le Paquier, qui est une énorme pelouse face au lac. Et donc, il y avait un écran géant et mes parents m'ont emmené voir Monstres et compagnie qui était projeté lors de sa sortie à Annecy. Et là, expérience de dingue, quoi, parce que j'étais assise dans l'herbe avec des milliers de personnes dans des petits plaids à regarder un film d'animation sur un écran géant devant le lac. Enfin, quel kiff, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais c'est aussi ça, du coup, en fait, regarder un film. C'est vivre une expérience collective. J'avais plein d'enfants à côté de moi que je connaissais pas, qui étaient émerveillés avec leurs frères et leurs sœurs, leurs parents. En plus, ma mère avait ramené une petite table de pique-nique. C'était sympa. Enfin, genre. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est cool, en fait. Et ça m'a marqué. Ce film m'a vraiment marqué. Et l'expérience que j'ai eue, enfin, qui se greffait à ce film-là, quoi. Et t'as pas eu peur des monstres? Et bah, pas du tout. J'ai l'impression que quand on est enfant, il y a vraiment les conditions dans lesquelles on va voir un film va influencer totalement Ah, la mais à manière dont on fond. va le prendre. Et justement, là, ça te donnait un côté, les pâquerettes, le Ouais. côté monstre bucolique. chouette. Alors qu'effectivement, t'as peut-être vu E.T. sur une télé à 23h, chez toi, il Ah, y mais avait c'est ça. personne. Et J'étais du coup, toute c'est seule, horrible, quoi. dans mon canapé, seule Forcément. au monde, Ouais. abandonnée comme lui. Et du coup, ouais, il y a eu une. Je me revois en plus étant petite, j'avais tellement peur que je me cachais derrière les coussins du canapé. Il y avait une espèce de fierté. Parce que j'ai. Tu regardais quand même. Pas trop. Ah ouais. Et en fait, la cassette, c'est à l'époque de VHS, la cassette est sortie du magnétoscope à la fin. Je l'ai rembobinée, je l'ai remise en me disant vas-y, ma fille, regarde-le, quoi. Genre, porte tes ovaires. Parce que mes frères l'avaient regardé la veille. Moi, D'accord. j'avais pas le droit de le regarder. J'ai 12 ans d'écart avec mes frangins. Pas le même âge, quoi. Donc forcément, moi je dormais, quoi. Et j'étais là, bon, mes frères l'ont vu, je suis capable de le voir. Et sauf que bon, après je me suis tapé 12 ans de psychanalyse, quoi. Voilà, Est-ce que t'as fait la paix avec Spielberg? complètement. J'ai vu ces films. Avec le poing serré, Non, mais oui. j'ai vu ces films. T'as aimé les films de Spielberg, Oui, globalement? complètement. Non, oui, complètement. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, il y a des films qui sont quand même assez cultes et que j'ai adoré. Mais du coup, j'ai toujours eu une petite appréhension quand j'ai découvert, par exemple, les Dents de la Mer ou des choses Évidemment. comme ça. Je me suis dit, allez, encore un traumatisme que je vais me trimballer. Mais j'avais pas le même âge. Ouais. Puis voilà, E.T. m'avait suffisamment marqué pour que je me forge une carapace. Et non, je suis très fan. Trop cool. Du coup, t'as eu envie de faire du ciné grâce à E.T. Au final. Est-ce que ça a suscité un truc, quoi? Je pensais pas dire ça un jour. Non, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je pense que c'est ce besoin de comprendre la fabrication du film et pour dédramatiser du coup mon traumatisme qui m'a certainement donné envie de faire du ciné, je crois. Et puis il y avait ce rapport aussi que j'aime beaucoup, que j'avais pas dans le théâtre, ce rapport à l'image que j'ai toujours beaucoup aimé. Ou dans le théâtre, bon, bah, c'est vraiment une expérience spectacle vivant. Donc tu viens, t'as juste des gens qui se livrent et une performance incroyable et c'est un bonheur extrême pour moi d'aller au théâtre. Mais c'est vrai que dans le cinéma, d'avoir autant de personnes que t'arrives à convoquer dans un même espace avec des compétences que toi tu n'as pas forcément
et qui ont envie de raconter ton histoire au même titre que toi, moi, ça me bluffe, quoi. Ouais, c'est une œuvre collective, mais à Ah une ouais. grande échelle, quoi, Ah c'est ouais. sûr. Je trouve Ouais. ça fou. Et puis, il y a quelque chose qui reste, que t'as pas dans le théâtre. Puis en Enfin, plus, un film que tu vois chez toi, finalement, c'est des personnages, des acteurs que t'emmènes chez toi. Il y a un truc qui est un peu ouais, différent. Tu rentres chez les gens avec un film, alors ouais, que exactement. c'est pas le cas avec une pièce de théâtre, à moins de voir une captation de pièce de Bien théâtre. sûr. Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis bah après, je pense que petit à petit, vous, ça doit être pareil, mais au fur et à mesure, moi, j'ai grandi en regardant pas mal de films. Mon père m'a montré pas mal de films, et petit à petit, ouais, tu te dis, waouh, je rêverais de voir un plateau. Qu'est-ce que c'est de raconter cette histoire-là, quoi. T'as pas du tout été formée pour être directrice de prod. Par contre, t'as eu une formation au cours Florent parce que tu es aussi comédienne. Donc d'ailleurs, de base, tes études supérieures, c'était pas du tout ça. C'était médias, culture et communication. T'es partie à Hong Kong travailler dans cette filière-là et finalement t'es revenue pour faire les cours Florent. Le marketing, il y a quand même un côté budget, il y a quand même un côté. Oui, en fait, malgré moi, Il y a j'étais des liens déjà. quand même, ouais. Ouais. J'ai démarré le théâtre quand j'étais très jeune parce que j'étais une enfant assez timide. Et ma mère a eu la bonne idée de se dire, ma fille, tu vas faire du théâtre, ça va t'aider. La même. Et ça m'a aidée, ouais. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment. J'ai fait des super rencontres en plus. Bref, et du coup, j'ai gardé le théâtre en fait longtemps. Donc, dans des options lycée, tu vois, dans des choses comme ça. Je faisais partie d'une asso, etc. Et ce qui m'a marqué quand j'étais toute jeune, c'est que j'ai eu mon premier professeur de théâtre qui s'est suicidé. Il était extrêmement jeune, il avait moins de 30 ans, tu vois. D'accord. Et je l'ai appris, et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, putain, il m'a ouvert tellement de choses que j'avais enfouies en moi, que je n'avais pas les clés pour ouvrir ces portes. Et de savoir que cet homme-là, visiblement, avait des problèmes personnels et en est arrivé là, ça m'a marqué énormément. Et je me suis dit, je veux continuer à faire du théâtre aussi pour Pierre et pour tout ce qui m'a amené à cette période-là de ma vie où j'étais une adolescente assez fragile, en construction, tu vois. Donc le théâtre, ça restait vraiment quelque chose d'important pour moi. Et donc quand j'ai eu mon bac, j'annonce à mes parents que j'aimerais bien faire du théâtre, peut-être mon métier. Et puis bah, évidemment, une réponse tout à fait normale de parents qui te dit mais c'est pas un métier, il faudrait peut-être faire des études, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études dans une licence en fac qui s'appelle Médias, Culture et Communication. Et en effet, il y avait du marketing, il y avait de la com, il y avait plein de choses. Donc, je suis tout à fait contente d'avoir fait cette formation. C'était un chouette apprentissage. Et puis, bah voilà, j'ai eu la chance par des stages de partir donc à l'étranger quand j'étais à Hong Kong. Et j'adorais tellement ma vie là-bas. Mais j'ai réalisé à quel point professionnellement, j'étais pas du tout au bon endroit, quoi. Donc, ça a été un peu le déclic de me dire, malgré le cadre de vie que j'ai, et je réalise à quel point c'est pas suffisant. J'ai besoin d'être animée par ce que je fais. Et en l'occurrence, j'avais toujours dans ma tête de me dire, est-ce qu'un jour, j'essaierai pas juste de rentrer dans une formation un peu plus professionnalisante et de faire du théâtre. Et donc, je suis arrivée en France, je suis rentrée, je suis arrivée à Paris, et parce que je suis pas du tout parisienne. Et donc, n'y connaissant rien, bah, tu tapes sur Internet, le premier truc que tu trouves, c'est les cours Florent. Ouais. qui voilà, est une formation, ça a été, mais c'est simplement, je pense que ça dépend beaucoup des professeurs sur lesquels tu tombes quand même. C'est un peu une grosse usine et tu peux rapidement te perdre dans la masse. Donc voilà, ça, j'en garde beaucoup de positifs. Il y a des choses voilà, qui m'ont moins plu. Mais c'est surtout quand je suis sortie de l'école, bah, Covid, quoi. Donc tous les projets que tu as commencé à essayer de monter avec les gens avec qui tu as suivi une formation depuis 3 ans, bah, tu te retrouves tout est à l'arrêt, c'est un peu déprimant. Est-ce que vous deviez faire des pièces de théâtre à la base? Vous aviez prévu ce genre de Ouais, choses? ouais, ou... bah, il y avait, tu vois, beaucoup pour les 3 quarts, en tout cas, je pense, on était dans l'optique de monter des compagnies, d'essayer de monter des spectacles, d'aller les montrer à Avignon ou dans des théâtres parisiens, enfin, tu vois, de préparer la sortie de ton école. Et puis, en fait, tu te retrouves, bah, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, tu sais même pas quand est-ce que ça va rouvrir, donc c'était quand même pas évident. Du coup, tu as eu tes opportunités, mais ça t'a poussé à passer le concours de la Fémis en production, que tu n'as pas eu. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le concours de la Fémis et qui n'y arrivent pas et qui, du coup, abandonnent totalement ce milieu-là. Ah ouais, oui, bah oui, les écoles... Alors, c'est marrant parce que au moment où moi, j'ai voulu passer le concours de la Fémis, j'ai démarré par hasard grâce à une directrice de production. C'était pendant un confinement. Et je me suis dit,
Bah, si j'ai envie de démarrer un peu comme elle, il faudrait peut-être que j'ai une formation parce que j'y connais rien en fait. Je faisais aucune distinction entre prod exé, producteur, dire de prod. Pour moi, c'était la même chose tout ça. Et cette nana m'avait dit mais je te prendrai en tant qu'assistante et tout. Donc j'étais ok, mais je la connais pas, donc on verra, pourquoi pas si ça se présente. Et donc j'avais déjà participé à pas mal de courts-métrages féminisme en tant que comédienne. Donc l'école me parlait, puis j'avais vu à quoi ressemblaient les plateaux de l'école. Enfin, ça avait l'air quand même très professionnalisant. Et donc j'ai tenté le concours et heureusement que je ne l'ai pas eu parce que en fait, pile à ce moment-là, j'ai eu plein de personnes qui m'ont appelée. J'ai commencé à travailler en fait. Le hasard a fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu des mains, qui m'ont fait confiance et notamment une boîte de prod avec laquelle je travaille beaucoup qui s'appelle Ganache Studio. Où vraiment j'ai créé un lien très fort avec ces producteurs-là. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est exactement les projets que j'ai envie de porter. J'ai envie de travailler avec presque des amis, tu vois. Et du coup, je crois que c'est ça aussi qui m'a fait me dire, peut-être que j'ai envie de creuser ce métier-là, quoi. Ganesh, c'est des gens assez jeunes ou c'est des gens installés dans le milieu depuis longtemps Non, c'est une toute jeune boîte, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait peut-être 5 ou moins d'une dizaine d'années qu'ils ont démarré. C'est eux qui m'ont proposé de faire mon premier court-métrage. Trop bien. Donc j'avais jamais fait ça de ma vie. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, il y a un petit réal avec lequel on a très envie de continuer à travailler. Et donc ça a été mon premier court-métrage en tant que directrice de production. Et j'étais assistante avant où je faisais de la pub, mais j'avais jamais fait de fiction. Donc ça a été, j'étais lancée dans le bain et d'avoir des gens comme ça qui te font confiance, qui te tendent des mains, qui délèguent, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça hyper gratifiant. Je cherchais, je pense, avec la Fémis, une validation de me dire, j'ai une formation, donc je me sens légitime à exercer le métier que j'exerce parce que je sais de quoi je parle, parce qu'on m'a expliqué comment il fallait faire. Mais en fin de compte, j'ai réalisé à quel point c'est un métier que tu apprends sur le terrain. Et je me suis plantée. Je vais continuer à me planter un paquet de fois, à faire des bêtises parce que j'ai pas exactement les codes, j'ai pas un canevas. Mais c'est ça aussi que moi je pense qui peut faire peut-être une force, c'est la liberté du coup que j'ai, ou la débrouillardise aussi, de se dire j'ai pas une méthode, je sais pas comment forcément il faut faire pour démarcher les gens ou pour aller, ou juste pour s'adresser à des fournisseurs, à des loueurs, des choses comme ça. Parce que je le fais spontanément, quoi. Et comment tu as eu la marche à suivre au début? Du coup, est-ce que c'est d'autres directeurs de production qui t'ont aiguillé, qui t'ont donné des conseils? Est-ce que tu poses beaucoup de questions à d'autres directeurs de production? Ou est-ce que ça t'est venu instinctivement, peut-être avec le réalisateur, quelqu'un qui te connaissait un peu plus et qui t'a dit là, faudrait que tu ailles démarcher ou en fouillant les un petit loueurs, peu tout ça? Bonne question. Il y a déjà le fait que j'ai quand même démarré. Je pense la première année, j'étais donc assistante de cette directrice de production qui est aujourd'hui vraiment une très bonne amie. Peut-être qu'effectivement tu voyais parce que tu devais faire, on te demandait d'aller démarcher du coup des boîtes de location, des choses comme ça. Ouais. En fait, je bossais avec elle, donc je regardais comment elle parlait aux gens, comment elle disait des trucs, même tu vois tous les documents qu'on fait suivre après aux équipes techniques. Je savais rien, quoi. J'ai beaucoup appris à regarder comment elle travaillait. Et puis après, j'ai travaillé pour une boîte. Pareil, j'étais assistante de prod, mais du coup, je faisais que de la pub. Mais où du coup, là, j'étais encadrée quand même. J'avais des producteurs avec lesquels je travaillais, donc ils m'ont montré un peu comment il fallait faire. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, j'en ai marre de faire de la pub. Je me suis dit, donne-toi les moyens de faire de la fiction si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Puis j'ai jamais eu de problème à dire, je sais pas faire, je connais pas en fait. Au contraire, je préfère qu'on me dise, est-ce que tu peux me montrer, je sais pas, je découvre. Et en même temps, je suis un peu de l'école de fais, tente, au pire tu te plantes. Et ça sera un apprentissage. Chose que j'ai énormément pratiquée au début et j'ai vraiment fait de la merde. J'ai mis je vais pas dire en péril, mais je me suis plantée sur des choses je savais pas en fait. Et j'ai pas osé demander. Sur certains projets, je faisais totalement comme si je savais. Et en fait, dans le dos des gens concernés, j'allais demander à des contacts plus qualifiés. Mais du coup, tu demandais quand même. En fait, je demandais, c'est ça mais l'important. Je pense que sur le moment, c'est d'essayer de faire au mieux que tu peux. Et après, te renseigner justement pour voir si c'est bon, si on va faire valider. Mais il y a quand même ce truc, cette nécessité de garder la face aux gens concernés, mais de quand même de demander de l'aide si besoin, quoi. Et il y a toujours des gens qui sont plus que ravis d'aider, quoi. Et il y a pas mal d'histoires horribles dans le cinéma, mais il y en a aussi des très belles et des gens qui sont prêts à aider les jeunes. Bien sûr. Ah bah oui. Mais c'est un vrai truc, cette
peur de vouloir pas perdre la face devant les gens, parce qu'au final, on a l'impression qu'on est tout le temps jugé, notamment sur un tournage où tout le monde a un peu plus d'expérience que nous, et donc du coup, il y a toujours ce truc de on sait que sinon on sera jamais rappelé sur les projets suivants, et donc forcément, effectivement, on peut commettre des erreurs aussi au début en fakant le fait de savoir, et effectivement, après, c'est bien quand même d'aller redemander à des contacts. Oui, je pense que c'est important de s'entourer de gens de confiance et de. Comment dire, que soit la personne avec qui tu travailles, tu sens qu'il y a un feeling et que tu peux lui dire les choses, soit ça arrive, il y a des gens qui acceptent pas l'erreur et tu sais que tu peux te retourner vers quelqu'un avec qui t'as travaillé par le passé et qui sont là pour toi. Quoi. Et puis toi, Astrid, t'as quand même une position très particulière sur les tournages qui est un peu, comme tu as dit, chef d'orchestre. C'est-à-dire que quelque part, t'es un peu la patronne, entre guillemets. Donc c'est-à-dire que parfois, t'as des personnes qui ont 2 fois ton âge, parce que t'es quand même assez jeune, qui ont 2 fois ton âge et tu dois, entre guillemets, leur ordonner de faire des choses. Et tu dois justement garder cette phase dont vous parliez, où tu peux pas genre t'effondrer ou lui dire, je sais pas. C'est ça le problème avec comme tu le dis, justement avec un poste déjà qui est très craint. Et alors j'ai été scotchée là récemment, il y a un technicien qui me disait, pour moi une directrice ou un directeur de production qui me fait pas peur, c'est que je vais souffrir sur le tournage. Alors, je comprenais pas, je disais mais ça veut dire quoi, il faut faire peur, il faut. Alors qu'au contraire, je pense que tu peux dire les choses gentiment. Et comme te faire respecter, et tenir le truc. Bien sûr. L'un n'est pas. Et au contraire, quelqu'un que tu apprécies, tu vas avoir envie de peut-être donner un peu plus ou. Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc quand tu as un poste à responsabilité, dans le sens où déjà tu représentes la prod et puis tu es supposé organiser tout le tournage, être un peu la référente s'il y a des problèmes aussi, s'il se passe quoi que ce soit, c'est sur toi que ça retombe. Mais quand tu maîtrises déjà pas très bien le sujet, c'est hyper dur de faire semblant. Au bout d'un moment, t'es en mode bon, faut admettre que j'ai pas les compétences ou pas encore, et c'est normal quand tu débutes. Et c'est pour ça, moi, j'ai rapidement, quand j'ai commencé à rencontrer des chefs de poste avec lesquels je m'entendais bien, où je sentais que j'étais dans une zone où on arrivait à trouver du dialogue, je pouvais leur poser des questions en toute transparence, parce que j'y connaissais en termes de matériel, par exemple, je comprenais rien aux listes. Et en toute transparence, tu prends ton téléphone, t'essaies de comprendre, ok, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et les gens prennent le temps de t'expliquer, ils comprennent que tu débutes, et c'est hyper ok, en fait. Tout le monde a démarré. Il y en a qui ont eu la chance de faire des écoles. Enfin, une chance, je sais pas si c'est une chance, mais qui ont eu cette opportunité ou ce parcours. Et d'autres, dans mon cas, moi, j'ai pas du tout fait des études là-dedans, et ça t'empêche pas de travailler. C'est une question, je pense, de volonté. Alors oui, peut-être que je me suis mis une pression en me disant, faut que je travaille 2 fois plus que les autres parce que j'ai pas la légitimité d'être là où j'en suis. Parce que j'ai pas fait d'études. On en revient toujours à ce tampon, tu vois, de validation, mais qui est très français quand même. Personne te demande ton CV sur un tournage. On va pas te dire, excuse-moi, t'as fait bac L ou bac S. Non, mais bien sûr. Et puis c'est surtout, je trouve, des métiers où, putain, ton réseau, tu le fais pas avec ton CV, quoi. Donc clairement pas. C'est terrible. Et au début, moi, je me disais, bon, je vais envoyer des CV et tout, mais pas du tout, en fait. C'est un réseau. Et c'est terrible quand tu comprends comment ça fonctionne. Tu te dis, ouais, mais si tu connais personne, tu démarres comment ? Enfin, tu fais quoi ? Donc, moi, j'ai envoyé des petites bouteilles à la mer, proposé des cafés à des producteurs avec lesquels j'avais envie de bosser ou des réals que j'aimais. Et puis de fil en aiguille. Le meilleur CV, c'est le contact humain dans le cinéma, de toute manière. Il n'y a que ça. Ouais. Exactement. Cette démarche que tu as de contacter des gens juste pour les rencontrer, tu me disais que tu le faisais avec d'autres directrices de prod, principalement directrices de prod. Et ça t'a amené quand même quelques projets, parce que rencontrer ces personnes-là, c'est aussi l'humain, et c'est ce que tu dis, c'est le réseau avant tout. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces rencontres et de qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette démarche-là, quoi ? Ouais, en tout cas, dans mon cas, toujours, tu vois, par rapport à ce manque de légitimité et un sentiment de ne pas avoir toutes les clés en main pour être une bonne directrice de production. Et donc après, de partir sur des projets plus conséquents, sur du long, sur de la série, sur des productions beaucoup plus conséquentes que des courts. C'était de me dire, il faut que je rencontre des dires de prod qui ont l'expérience et qui auront une maturité, enfin une expertise que moi je te manque, ouais. Exactement. Et donc du coup, j'ai pris des cafés. Et c'est hyper drôle parce qu'à chaque fois que je prenais des cafés, je me positionnais aussi en disant que voilà, j'ai très envie de continuer à apprendre et que je serais prête à être assistante, à bosser avec eux. Et il y a notamment une dire de prod énorme qui travaille sur des productions vraiment à l'international et qui fait des projets que j'admire beaucoup et qui me dit, mais Astrid,
t'es pas assistante de prod en fait. T'es directrice de production. C'est pas le même métier. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, j'étais un peu décontenancée. Je disais oui, mais j'ai envie d'apprendre et j'ai envie après de faire du long métrage. J'ai envie de passer sur des productions plus grosses. Il m'a dit oui, mais t'es directrice de production. Présente-toi comme telle. Exactement. Ouais. Et je me suis dit, ok, d'accord. Bon, bah, fine. Alors, on va continuer à fake it till you make it, tu vois. et puis, en fait, oui, bien sûr. Parce que demain, tu me demandes d'être assistante de prod. Je pense que je serais tout à fait à même de le faire. Mais je vais avoir des automatismes de directrice de production parce que je sais faire que ça. Ouais. C'est ça, effectivement. En fait, ça sert à rien de te vendre autrement, même si c'est un métier moins grand hiérarchiquement, peut-être. C'est très récent. Ça m'a pris du temps à accepter de me présenter en tant que telle, de comprendre aussi. Enfin, je pense que aujourd'hui, quand je regarde un peu ce que j'ai fait depuis 4 ans, je me dis, bon, j'ai commencé un peu à travailler sur des projets dont je suis fière. Et de me dire, bon, je commence un peu à connaître, à savoir de quoi je parle, tu vois. Et c'est très récent. Et donc, il y avait ce truc toujours un peu de... Pas de timidité, parce que c'est pas forcément de la timidité, mais... Modestie. Oui, peut-être, finalement. Mais toujours ce désir de me dire, je veux en apprendre encore plus, j'y connais rien, j'ai tout à apprendre. Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier ? Et ça va faire 3 ans que je suis directrice, et avant j'ai eu une année où vraiment je faisais de l'assistanat. Mais du coup, de fait, tu n'y connais pas rien. Il y a toujours des choses à apprendre. Ce que j'ai envie d'aborder, c'est quand même ce gros syndrome de l'imposteur, ce truc de dire que j'ai envie d'en apprendre tout le temps, constamment. Aujourd'hui, on parle de ton. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on reçoit les jeunes cinéastes, parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Mais puis il y a tellement de personnes qui doivent se reconnaître aussi dans ce que tu dis. Du style, c'est des personnes qui, ça fait des années, qui sont quelque chose, et en fait, ils se disent. Pourquoi je me sens pas légitime, pourquoi j'y arrive pas. C'est ça, mais c'est pas ce que je pointe du doigt entre guillemets, c'est pas que tu dises que t'as toujours envie d'en apprendre, ça c'est merveilleux et il faut que tu le gardes toute ta vie parce que même à 50 ans t'auras des choses à apprendre. C'est le fait que tu dises j'y connais rien et qu'après tu me dises ça fait 3 ans que je suis directrice de prod. Non mais non mais bien sûr, mais c'est dans en fait là je suis à un point de ma vie où on est en train de m'appeler pour passer sur des projets de longs ou de séries et où j'ai l'impression d'être face à une falaise en fait. Et je me dis mais j'ai pas du tout les épaules pour ça. Et en même temps, je me dis bon, j'ai accompagné une 20aine de courts-métrages, j'ai fait je sais pas combien de clips, de pubs. Donc au bout d'un moment, je pense que il faut que j'accepte juste que c'est la suite logique des choses. Ouais, c'est ça. Et puis les projets finalement sont peut-être pas hyper différents, et ce sera plus conséquent. C'est juste que voilà, les budgets sont pas les mêmes. Le premier sera difficile, mais oui, certainement. Mais tu vas te prendre des claques. On va continuer. Je suis armée et je n'attends que ça. C'est bien. Parce que c'est un énorme apprentissage. Et mais c'est vrai que t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te rappelle. Souviens-toi, t'as pas fait d'études. Alors c'est complètement débile. Enfin. Finalement, j'en parlais avec un producteur qui me disait, tu sais, les gens qui sortent d'école, et notamment de la FEMIS pour en parler, ils connaissent pas en fait le terrain. D'accord. Donc ils ont certes des acquis. C'est vrai. Parce qu'ils ont fait que de la production des courts-métrages de la FEMIS. Super encadré, vraiment avec c'est vrai que des règles très strictes. En production, ça doit être très limité, quoi, effectivement, sur ce qu'ils voient du métier, quoi, par rapport aux autres filières où ils ont peut-être plus, ils font des tournages et du coup c'est différent, mais... Bon, après la FEMIS c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a quand même, je trouve que le cursus propose quand même beaucoup de tournages tous les ans. D'accord. C'est juste que les conditions sont pas ne ressemblant pour moi en tout cas en rien aux conditions d'un vrai tournage. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est dans ce sens-là où l'expérience sur le terrain de la FEMIS est tout à fait valable et forcément ça leur apprend des trucs très très bien. C'est différent d'avoir une personne qui théoriquement qui te dit bah là c'est les problèmes et de les avoir devant toi et devoir les gérer en moins de 10 minutes parce qu'après sinon on est dans la panade. mais non mais bien sûr. Est-ce que tu sens que ce syndrome de l'imposteur est un frein pour toi dans ta carrière ou juste tu vis avec et t'as jamais refusé quelque chose? C'est l'ami qui parle. À cause de... À cause de... Mais non, mais c'est important parce que par exemple, je crois que c'est Alexandre Desplat, compositeur de beaucoup de films, dont les derniers Harry Potter, qui disait que quand il était jeune, on lui a proposé un énorme projet américain et un autre compositeur dont j'ai complètement oublié le nom, lui a dit « T'es trop jeune, t'as pas les épaules pour cet univers-là, parce que Hollywood, c'est très différent de la France. Fais tes armes en France et après, peut-être que t'accepteras quelque chose de cette ampleur. »
Et maintenant qu'il est ce qu'il est, il a dit que heureusement qu'il n'a pas accepté. Ouais. Parce qu'effectivement, il se serait cassé la gueule et il n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà refusé quand même des projets un peu plus conséquents parce que tu avais peur, parce que tu te sentais pas légitime? Si là, demain, on vient en te proposant un long métrage, alors pas de l'ampleur d'une production hollywoodienne, mais avec quelques millions d'euros, tu le refuses? Non, bien sûr que non. Non, simplement, intelligemment, j'en parle avec le producteur en expliquant voilà, que j'ai la dalle, quoi, j'ai faim et je mettrai tous les moyens qu'il faut pour mener à bien et accompagner le film du mieux possible. Mais ça implique aussi que je sois bien accompagnée. Donc de prendre des assistants, donc de prendre suffisamment de personnes pour que moi je finisse pas en burn-out et qu'on fasse les choses intelligemment parce que j'ai jamais accompagné ce genre de projet dans cette envergure-là. J'ai toujours l'impression que ce qui propulse ta carrière, c'est l'honnêteté avec tout le monde. Oh bah oui. Ah bah de toute façon, je vais pas faire semblant de dire que j'ai déjà tout vu, tout fait, parce que je vais me griller juste rapidement, quoi, tu vois. Mais c'est des choses que certaines personnes font dans le milieu, qui est assez courant de mentir et d'être faussement sûr de soi. Donc Bah ouais, et je peux comprendre parce que j'ai quand même le sentiment, enfin en tout cas des personnes avec qui j'en parle, qui souhaitent justement intégrer un peu ce milieu-là. Je sens à quel point ça peut être compliqué de trouver sa place. On a le sentiment que c'est difficile d'intégrer le monde du cinéma, qui peut être très fermé parce que t'as pas de réseau, parce que t'as pas... Enfin oui, on en revient au réseau. Et donc je peux comprendre que par moment tu te dises bon bah je vais peut-être mentir un peu parce que ça peut me permettre qu'on me fasse confiance, qu'on m'offre un poste à responsabilité ou des choses comme ça. Pourquoi pas, il faut juste faire attention à pas se griller, quoi. Mais je sais pas comment vous vivez avec ce syndrome de l'imposteur qui est assez présent chez les personnes autodidactes, et c'est un peu ce qu'on est tous autour de cette table. Ouais. Les premières années, effectivement, perso, sur un plateau, j'étais vraiment... J'arrêtais pas de m'excuser d'être là, quoi, limite. Et je crois que c'est un peu parti ces derniers mois avec des projets un peu plus conséquents, parce que du coup, on se rend compte aussi que, déjà qu'on est important, parce qu'on est la seule personne à pouvoir faire ce qu'on fait, du coup, sur le plateau, et donc, du coup, forcément, il y a un moment où tu fais les choses et t'essayes de faire au mieux, et tu te rends compte aussi que, si t'as envie que le projet se passe le mieux possible, tu fais comme tu peux pour que ça se passe le mieux possible. Et rien que ça, déjà, ça décoince un peu du syndrome de l'imposteur. Après, j'imagine que, au fil des années, on te convaincre toi-même. Et vous, du coup? Je pense que c'est pareil. Après, moi, quand je commence... Il y a des postes où j'aurais toujours un doute. Par exemple, assistante réal, j'aurais toujours... une partie de moi qui sera en mode... Moi, je mets beaucoup d'attitude quand je suis assistante réal, mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose, où je me dis, je fais n'importe quoi, ça va pas du tout, mais je suis obligée d'être super confiante parce que si je m'effondre, Un peu comme Astrid, le chef d'orchestre, l'assistant réal aussi, c'est un poste important. Oui, c'est ça, c'est le chef d'orchestre, mais genre du 7. Tu penses pas que ce syndrome, il partirait si tu faisais ça tout le temps, pendant des années? Du coup, je pense que c'est... Alors, comme le disait Loane, dans une moindre mesure, mais je pense que c'est important de garder quand même un doute, tu sais, toujours se remettre en question. Faut faire la part des choses entre la remise en question et avoir toujours un regard un peu objectif de il faut que je revoie mes erreurs pour pouvoir essayer d'améliorer sur le tournage suivant, etc. Je pense que moi, alors ça fait que 1 ou 2 ans que je suis assistante réal, mais du coup, je sais que je commence à basculer vers le côté remise en question et pas je suis nulle. J'ai rien à faire là. C'est ça, voilà. En fait, c'était une époque où je pense que comprendre le métier que tu fais, c'est le premier stade pour ne plus vraiment être côté syndrome de l'imposteur, parce que quand tu le comprends, tu te dis mais en fait c'est super utile. Et ce que je fais, même si je suis pas parfaite, parce que je suis très très jeune dans ce que je fais, en fait au final l'utilité de mon métier fait que je sers à quelque chose. Je pense que sentir que tu sers à quelque chose, ça fait tellement une bouffée d'air frais que tu te dis c'est incroyable, je vais continuer, je vais tout faire pour y arriver et continuer à respirer l'air de l'assistant réal. En fait, je pense qu'il y a pas de... Il y aura jamais de problème à dire que tu ne sais pas faire telle chose ou que tu n'as pas l'expérience de le faire, à partir du moment où tu montres que tu as envie, que tu as faim d'apprendre et que tu es prêt à travailler, que tu es prêt à t'investir. Je vois pas qui ne va pas te donner ta chance si tu montres que de toute façon, t'es prêt à bosser 2 fois plus que les autres parce que juste t'es passionné ou tu vois.
C'est exactement ce que nous disait Michael Muller, qui est l'invité de notre prochain épisode, qui disait qu'il a commencé... dans le futur. Dans le futur, on a une machine à remonter le temps, mais qui est directeur de la programmation chez les Jokers, et qui disait que lui, il a commencé parce que quelqu'un lui a donné sa chance, et il y connaissait rien, et après, il a fait exactement pareil pour Léo, qui a pu faire un stage chez les Jokers, et que c'est ce mec-là qui lui a aussi donné sa chance, parce que Léo était intéressé, Léo avait envie de savoir, et c'est comme ça que des portes s'ouvrent, t'es honnête et tu dis que t'as envie d'apprendre, même si t'y connais rien, il y aura toujours des gens hyper ouverts pour t'accueillir, quoi. C'est aussi ça le cinéma. Et... Bah oui, heureusement. Je pense qu'on est tous les quatre un peu dans l'autocritique, donc on sera jamais à fermer les yeux sur nos erreurs, on fait toujours en sorte aussi d'améliorer les choses d'un jour à l'autre sur un tournage ou d'un tournage à l'autre, mais évidemment que du coup on voit qu'il y a des choses qu'on fait pas bien, des choses qu'il faut améliorer, mais après, il faut aussi partir du principe que de toute façon, on va essayer de faire le mieux pour le film, quel que soit le poste. Oui. Enfin, j'espère, en tout cas, sinon ça sert à rien de venir travailler sur des tournages, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, Lou? Le syndrome de l'imposteur des autres. Pour en revenir sur le parcours des... Oh, super. Sur de l'enchaîner pendant 10 minutes, là. Mais non, mais moi, comment je le vis... En fait, je l'ai vécu assez mal sur mon premier vrai plateau. Enfin, mon tout premier plateau, c'était... du coup, on en parlait dans l'épisode d'avant. C'était la saison 2 de Versailles. Mais en fait, j'étais plutôt en stage d'observation. Je faisais rien. Donc, j'étais juste trop contente d'être là. Et j'étais une jolie plante verte à côté du clavecin. Et puis voilà, quoi. Mais mon premier plateau où j'ai vraiment dû travailler, c'était sur La Croisade de Louis Garrel. Donc, mon stage en régie et en production. J'étais complètement tétanisée et je savais pas ce que je foutais là. Et ils m'ont pris juste parce que, c'est ce qu'on disait, j'avais très envie d'apprendre. Et face à moi, il y avait des profils 1000 fois plus qualifiés en école de ciné, avec le permis, parce que la régie sans permis, c'est compliqué. Et c'est mon cas. Donc, vraiment, aucune raison de me prendre, à part juste qu'en fait, j'étais sympathique et que j'avais envie d'apprendre. Et une fois sur le plateau, j'étais complètement éteinte. Je parlais pas, j'existais pas en fait, donc je faisais très bien mon travail, il y avait pas de souci. Je savais prendre le métro à des vitesses records, il y a pas de problème. Mais au niveau personnalité, j'étais vraiment pour le coup une vraie plante. Donc parce que j'osais pas et je savais pas ce que je faisais là et je me sentais pas légitime d'être là et c'était le stress aussi ou oui, c'est ça, c'était un mélange de plein de choses. J'avais peur de mal faire, j'avais peur qu'on me dispute et j'avais une personnalité un peu de balance. S'il y avait un problème, je voulais absolument pas que ça me retombe dessus, donc je le disais que c'était pas moi, alors que c'est pas trop un esprit d'équipe, voilà. Mais ça arrivait très peu, hein, mais quand ça arrivait, j'étais là, c'est pas moi, parce que j'avais peur qu'on me crie dessus, j'avais peur qu'on me vire. Tu savais pas comment ça marchait un vrai gros tournage. Ouais, c'est ça. T'essayais juste de te faire plus petite possible. Ouais, c'est ça, et je parlais à peine, j'étais inintéressante, c'était... Et j'ai quand même... je suis quand même ressortie avec des liens avec certaines personnes et des contacts, et voilà. Mais en fait, pas autant que j'aurais dû, et j'ai gardé aucun lien, en fait, avec l'équipe de régie, alors qu'en plus, en régie, t'es souvent très soudée. Mais je parlais pas, je faisais bien mon travail, et c'est tout. Je venais, je faisais mon travail, je repartais. Et c'est pas que ça le cinéma, et en fait ça c'est parce que j'avais l'impression d'avoir un affaire là, quoi. Et je regrette beaucoup. Hein. C'est un des trucs avec les stages aussi, c'est que t'as pas un poste hyper important parce que t'es là plus pour filer un coup de main, et donc du coup t'as aussi cette possibilité de regarder, d'être un peu plus en retraite, de garder cette part d'introversion. Chaque opportunité est une opportunité intéressante. Le truc qui est dommage, c'est qu'ils faisaient tout pour parce qu'ils savaient que je voulais être réelle, surtout de me mettre à des postes très très proches de la réalisation pour que je puisse observer comment ça se faisait, et moi j'étais trop contente, mais je parlais pas. Oui. Mais j'en ai beaucoup appris, mais je parlais pas, et c'est trop regrettable, quoi. Et si t'as le recul sur ça maintenant, j'imagine que c'est que t'as pris conscience de ça, et du coup t'as maintenant j'ai changé, et ça m'a fait du bien. J'ai créé des vrais liens avec les personnes avec qui je travaillais, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était 1000 fois plus agréable pour tout le monde, et que ça nourrissait beaucoup plus mon réseau, qui est très important. Mais en fait, quand j'y repense, je suis dégoûtée, quoi. J'ai juste envie d'aller revoir ces gens et leur dire, en fait, c'était pas ça ma personnalité. Je suis intéressante, je suis drôle. Je vous jure, j'étais pas comme ça. Mais c'est comme ça, et ça les a pas empêchés de m'apprendre beaucoup de choses et d'être très gentils, et juste un peu déconcertée, je l'ai senti parfois. Mais il y avait d'autres personnes qui l'ont senti, je pense notamment la directrice de production avec qui j'avais quelques missions, qui s'appelait Monica Taverna, et tu parlais du fait d'être craint par les directeurs de production. J'avais très peur d'elle au début. C'est une femme qui est hyper impressionnante. En plus, les femmes dans ce milieu-là, elles sont obligées d'avoir une poigne. C'est des sharks. Ouais, voilà, elles sont obligées de tenir les rênes, parce que sinon, on sait très bien que ça peut être très compliqué. Et Monica, c'est une femme de poigne, hyper impressionnante, hyper talentueuse. Et moi, j'avais juste
peur d'elle au début et j'étais en mode oh mon Dieu. Et en fait, c'est un amour, quoi. Et je me souviens d'avoir pris le taxi avec elle et qu'elle m'avait parlé de cinéma espagnol et de me dire, surtout Louane, en fait, le cinéma, faut s'accrocher, c'est de la passion et il y a forcément, en fait, un bout de chance. Et tu peux être hyper doué et si t'as pas la bonne porte au bon moment, bah, t'y arriveras pas. Mais en fait, si tu lâches, la porte, elle se présentera jamais, quoi. Et elle m'a un peu pris sous son aile. Enfin, je me suis sentie vraiment... elle m'expliquait chaque chose, elle était hyper patiente avec moi et c'est une rencontre qui m'a tellement touchée. Alors que je m'y attendais pas et que... Elle aurait pu aussi bien s'intéresser à une feuille blanche, ça aurait été pareil. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a quand même senti ce truc en moi et que dès que en fait, elle m'a parlé, j'ai commencé à m'ouvrir et à être un moulin à parole et ça m'a fait trop du bien en fait de rencontrer des gens comme ça. Donc il y aura toujours des gens, même si vous êtes très stressé et pas bien, qui seront là pour vous ouvrir un peu les bras. Et du coup, c'était une directrice de prod pour moi. T'avais peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui aille vers toi aussi. Oui, c'est ça. Alors non pas que la régisse générale ne l'ait pas fait, puis c'était vraiment un amour et je regrette tellement de ne pas m'être beaucoup ouverte à elle, mais elle a toujours été extrêmement patiente aussi. Et en fait, j'ai eu de la chance quand même sur ce tournage, c'est que tout le monde était trop gentil et c'est ce que la régisseuse m'a dit d'emblée. Elle m'a dit t'es un stage, c'est pour apprendre, donc c'est ok de pas savoir, voilà. Et c'est on t'a pris parce que justement tu veux apprendre. Donc voilà, c'est pas un stage où juste on veut payer moins cher un employé. Là, c'était vraiment t'es là et t'apprends, quoi. Et c'était trop bien, mais j'ai pas profité, j'ai l'impression. J'aimerais bien revenir vite fait sur la direction de production. Est-ce que, du coup, un directeur de production est là sur tout le tournage ? Est-ce qu'il y a des jours où il est pas là ? Est-ce qu'il décide un peu de venir quand il veut ? Eh bah écoute, moi en tout cas, j'ai toujours été là, présente sur l'intégralité du tournage. D'accord. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un tournage là qui débute cette semaine, sur lequel je ne serai pas du tout présente, mais par décision du réalisateur. C'est que ça se passe pas bien ou... À mon avis, il y a peut-être eu des mauvaises expériences avec ses directeurs et directrices de production. Personne de la prod, du coup. Et personne de la prod, non. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant légal de la production, qui pour moi est un réel problème. Ouais. Mais bon, après, voilà. Donc, non. En tout cas, pour moi, c'est essentiel que le directeur soit là pendant tout le tournage. C'est aussi, je trouve, rassurant, je trouve, pour tes équipes, de leur dire je vous laisse pas vous démerder dans des conditions de tournage où j'ai même pas vérifié que vous alliez dormir, ou vous alliez, tu vois, enfin. C'est sûr. Pour moi, il y a un truc qui est hyper important, surtout que j'ai quand même fait beaucoup de courts-métrages, donc dans des budgets, dans des économies, où j'ai pas forcément toujours pu bien payer les gens, voire même pas du tout sur des projets bénévoles. Et donc pour moi, c'est hyper important d'être, au même titre que ma régie, d'être la première arrivée et la dernière partie, quoi. Je trouverais ça aberrant d'avoir toute mon équipe technique qui est en train de se taper une remballe de nuit dans une forêt, tu vois, et que moi, je sois en train de boire un verre de vin. À Paris. Ouais, non, mais enfin, à les attendre qui remballent. Mais après, chaque dire de prod est différent là-dessus. En tout cas, je sais pas, moi, ça me paraît normal de montrer que je suis avec mes techniciens, tu vois. Et pourquoi plutôt la direction de production que un autre métier de la production ? C'est parce que les opportunités ont fait que, ou c'est toi qui étais plus intéressé par le tournage que par la partie production, recherche de financement ou développement ? Je crois que j'aime beaucoup être sur le terrain. Et donc c'est vrai que participer à toute l'organisation du tournage, plus y assister, ça c'est vraiment là où je m'éclate le plus, quoi. Quand je vois la concrétisation de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce sur quoi je travaille depuis des mois, et puis tu rencontres les gens, c'est concret, tu vois. Ouais, tu fabriques le film, ce qui est peut-être plus abstrait effectivement dans les autres métiers de la production, en tout cas au début, sur la partie développement et tout ça. Oui, puis comme je te disais, c'est juste, voilà, aussi j'ai rencontré une dire de prod, j'aurais rencontré peut-être un producteur ou une chargée de prod, ça aurait peut-être été différent et je me serais orientée là-dedans en me disant ça a l'air cool ce qu'elle fait aussi. Et là, simplement, ça s'est fait grâce à elle. Je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a permis de rencontrer des gens, même si c'était pas du tout dans le secteur ciné, c'était vraiment audiovisuel. Mais elle m'a permis de voir à quoi ressemblait son métier. Et après, c'est vrai que les choses, en fait, se sont enchaînées. Et j'ai jamais vraiment eu à chercher de travail à la suite de cette rencontre. Donc... C'est parfait. Ouais. Est-ce que c'est vraiment différent d'être directrice de production dans la pub plutôt que dans la fiction ? Oui, dans le sens où... Alors déjà, les budgets sont pas les mêmes. En tout cas, pour le moment, les films sur lesquels j'ai travaillé. Et puis, au-delà de ça, généralement, on n'est pas sur des mêmes configs, dans le sens où sur un tournage, tu pars quand même beaucoup plus de temps, potentiellement, que sur une pub qui peut être faite en une journée, tu vois.
Et puis, je trouve qu'on raconte pas la même chose. Enfin, moi, dans la fiction, il y a une histoire qui m'anime, il y a quelque chose d'artistique qui me transporte. J'ai envie de raconter une histoire avec une équipe que j'embarque avec moi. Alors que dans la pub, à la fin, c'est que les gens achètent un slip. Ou, enfin, tu vois, la mission, elle est pas la même, quoi. C'est sûr. Tu parlais de ta régie, comment tu travailles avec ton régisseur, ou ta régisseuse, du coup, c'est quoi votre relation? Le ou la régie, c'est vraiment, je le considère comme mon bras droit, quoi. C'est-à-dire que, et malheureusement, j'ai du mal à trouver des bons régisseurs généraux sur lesquels je vais pouvoir. Je rigole, c'est pas encore. Sur lesquels je vais pouvoir pleinement me reposer. Ouais. C'est normal, hein, on se découvre dans le travail. Et j'ai aussi, et ça, c'est un énorme apprentissage pour moi, c'est apprendre à déléguer. Vaste sujet, ça aussi. Où en fait, j'ai tellement peur que les choses soient pas faites comme moi j'aimerais qu'elles soient faites, que du coup, j'ai besoin de mettre un peu mon grain de sel partout, quoi. C'est un peu ton travail aussi de checker, de rechecker un peu tout, de repasser, de revérifier. Ah bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, toi, en tant que dire de prod, t'es garant que tout le monde ait bien fait son job en amont. Donc tu dois aller à la pêche aux infos, tu dois aussi t'assurer que la communication au sein de tes équipes se passe bien. Tu peux aussi assurer ce rôle très important de référent harcèlement, la figure rassurante et vers qui tu peux te tourner s'il se passe quoi que ce soit. Tu te sens pas bien pendant le tournage parce qu'il y a un tel ou une telle qui agit ou qui a un comportement déplacé. C'est vraiment un rôle hyper important là-dessus. Et pour moi, très tourné vers l'humain. En dehors de l'aspect financier, évidemment, qui est moins fun. J'ai une question en lien un peu avec ça. Du coup, quels sont les interlocuteurs principaux du directeur de production sur un tournage? Parce que tu parles de réal, tu parles de régie. Est-ce qu'il y a l'assistant réal aussi? Est-ce qu'il y a d'autres postes? Ah bah ouais, l'assistant réal, énormément. Énormément, parce que c'est la personne vers qui je vais me référer sur tout le plan de travail, tu vois. Comment le tournage va se découper. Donc on valide ensemble aussi des journées de tournage, tu vois, au niveau des horaires. Moi, il faut que ça soit OK. Si tu me sors un plan de travail avec une journée de 12 heures, je vais te dire, on va se calmer, quoi. Parce que j'ai pas envie d'emmener mes équipes et de leur faire subir ça. Parce qu'heureusement, on est en France et qu'il y a d'autres pays, par contre, où, genre le Japon, où il n'y a pas d'horaire, quoi, du coup. On met les couilles, tu vois. Et non, je trouve que c'est normal. T'es dans un cadre et t'as une... Voilà, moi, je dois assurer, en tout cas, ça, de vérifier qu'on rentre dans un cadre légal normal, que ça déborde pas dans tous les sens. C'est sûr. Donc oui, pour ça, la relation avec Premiera, c'est hyper important, mais au même titre qu'avec mon chef-op est hyper important. D'accord. Ouais, t'as vraiment un lien avec le chef-op aussi. Ah bah bien sûr, parce qu'on va être en dialogue permanent sur toutes les listes techniques, tu vois. Ok. Donc tous les chefs de poste. Bien sûr. C'est ça, ah oui. Ok. Oui, c'est hyper important d'être en contact avec tout le monde. Parce que de toute façon, tu gères le budget, donc même chef déco va te faire valider ces trucs et Exactement. tout, quoi. Ok, donc c'est la prod qui valide les devis, qui les reçoit, qui les valide, qui renégocie. Ouais, c'est moi qui reçois en fait tous les devis et qui ensuite, selon la budgétisation que j'aurais fait en amont de mon film, je dis si ça passe ou pas. Et là, tu rentres dans une phase que j'adore, qui est la phase de négociation. Voilà. Et non, qui est très cool. Après, c'est toujours un peu moins cool quand t'es dans des courts-métrages, par exemple, où t'as pas d'argent et que tu leur demandes l'impossible. Mais bon, c'est aussi le jeu, tu vois. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des projets avec beaucoup plus de moyens. Donc, je sais que je vais aller retoquer chez ces fournisseurs-là parce qu'ils m'ont... Parce qu'ils te connaissent. Ils me connaissent et je leur ai déjà amené des projets où j'ai même pas essayé de négocier parce que j'avais suffisamment d'argent pour que... Tu vois. Donc, c'est faire, en fait. C'est de se dire, bon, je vous amène des projets où je sais que vous faites de l'argent. Et en contrepartie, quand je suis fauchée et que j'ai pas d'argent, ils peuvent me dépanner aussi du matériel. C'est un... Mais c'est un donnant-donnant. Bien sûr, mais c'est un énorme jeu de séduction. Ça m'a fait rire parce que là, maintenant, je me fais inviter, par exemple, à déjeuner par des boîtes de loc. Okay. Alors, au début, j'ai pas compris. Okay. Tout début, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'il me veut, en fait? Qu'est-ce qu'on va se raconter? On va passer un déjeuner avec... Les caméras. Ouais, et en fait, tu comprends que c'est juste, on se drague, en fait. Non, mais en tout bien tout honneur, professionnellement, évidemment. Mais dans le sens où, voilà, on prend tes nouvelles, quels sont les projets sur lesquels tu travailles. On entretient la flamme. Ouais, exactement. Et de se positionner un peu, ah, ok, t'as tel film qui vient, bah, tu m'envoies tes devis. Et en fait, je trouve ça génial et même chouette, humainement, plutôt que de passer tout le temps par des échanges de mails. De se dire, ok, bah, on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble. Et en fait, on s'apporte l'un l'autre, quoi. T'as besoin de moi et moi, j'ai besoin de toi. Ça entretient la fidélité aussi. Ouais, bien sûr. C'est super intéressant. Ok, je savais pas du tout. Ouais.
C'est marrant parce que l'épisode qu'on a tourné avant et qu'on diffusera 2 semaines après, avec du coup Michael Muller de chez The Joker Spin, il disait que la programmation dans le cinéma c'était un métier d'humain et j'ai l'impression que du coup il y a beaucoup d'humains dans tous les Que des métiers, humains, à part peut-être chez les Des humains scénaristes, partout. mais globalement il y a de l'humain dans tous les métiers et donc le tien particulièrement, puisque tu t'es vraiment confronté à plein de gens quoi du coup. Ah oui, bah c'est que ça. Moi, je passe ma journée, enfin une journée type quand je suis en prépa d'un film, c'est je suis devant mon ordi, je bombarde de mails toute la journée et je passe ma vie au téléphone. À répondre à des coups de fil, à appeler tous mes chefs de poste dès qu'il y a des trucs qui se débloquent ou à l'inverse dès que j'ai des questions. Tu parles avec toute ton équipe, t'es ouvert à tout. Faut penser. En fait, t'es un peu la tête pensante de tout cet objet artistique que t'es en train de créer. S'assurer que personne n'ait rien oublié pour qu'une fois qu'on se retrouve sur le tournage, il n'y ait pas de mauvaise surprise. J'ai l'impression que la directrice de prod, c'est un peu l'assistante réelle de la production. En un sens. Une assistante. Ah, Sur l'organisation. Ouais. Ouais. Et puis même, t'es ultra sociable, t'es obligé de parler avec tout le Ouais. monde pour t'organiser, et pas surveiller tout le monde, mais voir à Checker, quel ouais. point les gens sont prêts et Ah ouais. tu vérifies tout quoi. Et Ouais. faut être bon en blabla pour être directeur de C'est prod, j'ai l'assistant l'impression. réel mais version gentille. Oh, Je lance des pics, je suis désolé. Et encore, elle a dit que Tout le les monde dirait pas ça, directeurs hein. de prod Ah ouais. étaient craints, quoi. Prends-moi Donc, l'argent. Vraiment. en fait, dès qu'il y a une figure un peu d'autorité, elle Ouais. est crainte de toute Ouais, c'est façon, ça. j'ai l'impression. Genre, mais- l'assistant réel est pas forcément craint. Non. Non, mais il est pas aimé. Ouais. Ouais, C'est vrai. c'est plus la police Il est du pas tournage, très quoi. aimé, Du coup, oui, c'est oui, ça. c'est Ouais, ça. ouais. c'est que- Mais c'est vrai que j'avais. Enfin, dire de prod, c'est encore pire, je pense. Ouais. Parce que tu sais que t'es la personne qui a les sous. Ouais. Pour peu Et que tu sois- dis non aux gens. Ah ouais. bah ouais, Ouais. c'est terrible. Et puis Ouais. c'est la personne qui te paye aussi. Oui, Enfin, mais bon, tu sais qu'elle est obligée de te payer à la fin, quand Oui, même. non, mais tu vois, enfin, ça m'est déjà arrivé d'être sur des films où tu sens que bon, ils sont pas très contents d'être là parce soit ils se trouvent pas assez payés, etc. Ou alors ils vont venir te voir en te disant bon, est-ce que je pourrais être payé sur cette journée? Et j'ai envie de dire mais j'ai pas d'argent en fait moi. Ouais. Je distribue l'argent que la production veut bien me donner, mais c'est pas moi qui amène les sous. Enfin, je peux pas faire des miracles quoi. Ouais, je fais tes fiches de salaire à la fin de Bah, la c'est ça. semaine, mais. Ouais. Ok. Exactement. Enfin, par un moment, c'est vrai que je me demande si on a bien compris que c'était pas moi qui mettais mes sous Ouais. sur le film et qu'au bon vouloir, j'avais envie de te payer ou pas, quoi. Non, c'est ça. Ta tête, j'aime pas ta tête. Ouais, non, toi, tu Ouais, me parles t'as pas. 2 toi. jours en moins. Horrible. Putain, l'enfer. Mais c'est drôle de voir à quel point, oui, des postes un peu clés sont craints Ou pas aimé. ou pas aimés, ouais. Alors qu'en fait, ça marcherait pas sans eux, quoi. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en tant que... Parce que là, je m'adresse à des femmes en plus qui travaillent dans l'assistanat réel, etc. Ou même dans la régie. En tant que femme et jeune femme, c'est pas évident de t'imposer, surtout quand tu travailles avec des chefs de poste qui ont 40 ans d'expérience, que Ouais. toi, t'en es encore loin. Et moi, je suis vraiment confrontée à ça, à mon poste. Comme t'as des responsabilités, je suis jeune, je suis une nana. Bah, si au bout d'un moment, je tape pas un peu du poing sur la table, je sens que je suis pas... c'est pas que je suis pas respectée, mais... Pas prise au sérieux. Ouais, Ok. exactement. Est-ce que j'allais dire, en fait, on en parlait tout à l'heure, l'archétype de la femme dans le ciné qui est, Ouais. qui est très dur, on est obligé, en fait. C'est ça. Donc, quand je suis On est assistante obligé. réelle, oui, dans une certaine mesure. On est amené à mettre ce masque, en tout cas, de Oui, c'est personnes ça. plus pas bourrin, Ferme, mais en fait. ouais. C'est ce D'être que sûr je de fais. soi, de montrer que t'as de l'aplomb, de montrer que tu maîtrises ton sujet. Surtout quand tu débutes, au bout d'un moment, t'as envie de dire laissez-moi ma chance. Mais en fait, tu peux pas. C'est ce que je disais sur le dernier projet où j'étais assistante réelle, c'est que en général j'essaye d'être douce et gentille parce que on n'aime pas trop les assistants réels qui crient ou quoi, mais du coup j'essaye ça et en fait des fois ça marche juste pas et t'es obligé de pas être sympa pour que les gens t'écoutent. C'est hyper regrettable quoi, parce que ça pourrait marcher en étant juste gentil et en fait les gens veulent pas t'écouter parce que t'es trop gentil. t'es jeune, t'es Ouais. une femme. Voilà, du coup, t'es obligé des fois de pas être sympa. Ta volonté de faire comédienne, elle s'est éteinte ou tu as toujours envie de faire comédienne à côté, du coup? Non, j'ai un gros problème chez moi, c'est que j'ai envie de faire plein de choses. Et du coup, j'ai du mal à garder qu'une seule casquette. Et c'est très drôle que t'en parles parce que ce désir d'être comédienne, il est là, mais je me mets pas de pression, je cherche pas nécessairement à en faire mon métier, dans le sens à gagner ma vie avec ce métier-là plus qu'un autre, parce que je m'épanouis dans la prod, que j'ai envie de m'épanouir peut-être un jour dans la réal, que j'ai envie de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a un truc dans le métier de comédien que je constate chez mes amis qui eux, sortant de Florent, ont eu la chance de tourner dans des projets, de passer des castings. C'est quand même un métier où tu attends beaucoup. Et c'est
Ça me correspond pas du tout d'attendre. Même si tu peux être très proactif, tu vois, à chercher des castings, à aller à des avant-premières, à rencontrer des réals. Le process peut être long, peut-être plus en tout cas dans le cinéma que dans le théâtre. Mais donc voilà, j'avais envie de raconter des histoires. C'était vraiment, je crois, ce qui m'animait le plus, sortie du confinement, c'était de me dire j'ai envie d'accompagner des projets, d'accompagner des réals, de raconter leurs histoires. Et donc, quand j'ai l'occasion de jouer, c'est avec grand plaisir. Mais je n'ai pas cette pression de me dire... Il faut absolument que je fasse un court-métrage. Ouais. Peut-être que je changerai d'avis, certainement. En tout cas, je continue à jouer régulièrement et ça me plaît beaucoup, ça me porte. Ce sera peut-être un autre chapitre de ma vie. Pour le moment, c'est un peu plus la prod en ce moment. J'ai l'impression que le métier de comédien est celui qui dépend le plus des autres sur un film, puisqu'au final, on attend effectivement, comme tu dis, beaucoup des réponses de directeurs de casting. Ça dépend physiquement, si on colle pas au rôle, on sera pas pris. Ça dépend de la prod, ça dépend de plein de choses. Et donc, effectivement, c'est peut-être le métier le plus à risque, le plus compliqué. Il y a très peu d'élus, quoi. Du coup, bien sûr. Moins que réalisateur, où finalement, si t'as un scénario, t'as toujours plus de chances de rencontrer des gens qu'un comédien qui... ça dépend de son physique, quoi. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Bah après, il y a beaucoup de comédiens. J'en parlais avec mon copain qui, lui, du coup, est réal, qui me disait, mais tu sais, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, qui juste s'écrivent des rôles et ensuite vont vers des réals et leur disent, bah voilà, j'ai envie d'interpréter ça. Et les réals se disent, ok, ça me chauffe et je te vois là-dedans et on y va, quoi. Tout comme des comédiens qui deviennent réals, bien comme sûr. Xavier Dolan à l'époque, qui s'est mis exactement. en scène, tout ça. Exactement. Donc, enfin voilà, en fait, moi je me dis, il n'y a pas de règle. J'ai un peu de mal à me dire, j'ai qu'une seule casquette, je suis juste bon à être acteur ou juste bon à être réal. Ou... Je sais pas, si tu as des choses à raconter, tu peux être n'importe quoi. Tu peux être. Alors après, il y a des métiers plus techniques, là où c'est des compétences. Ouais, puis il faut être passionné par la caméra, par le son, par tout ça, quoi. C'est des choses qui, pour moi, me parlent moins. Mais dans l'idée d'accompagner un film, que ça soit au travers d'un personnage, de le porter en tant que comédienne, ou au travers plus de la casquette de production, d'avoir un accompagnement artistique et d'encadrement d'un tournage, ça me parle tout autant, quoi. Tu as mentionné Xavier Dolan, qui est à la fois comédien et réalisateur de ses films. Qu'est-ce que tu penserais de l'idée d'être comédienne et directrice de prod sur un film? Est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que c'est faisable? Moi, mais... Ah oui, à fond. Ah bah oui. Je vois pas où est la limite. Tu penses qu'il n'y aurait pas une charge de travail trop immense? En fait, en tant que directeur ou directrice de production, si t'as pas trop mal fait ton job, sur le tournage, normalement, tu te fais chier. Normalement. C'est plutôt bon signe. Hein. Si un directeur de prod se fait chier, c'est que tout se passe bien, en fait. C'est que tout va bien. Oui, tout a été fait en amont. Donc, en fait, une fois que t'arrives sur le tournage, tu pourrais tout à fait mettre des chaussures d'acteur parce que... Il faut être un peu schizophrène, parce que tu files l'argent ou tu mets les budgets et en même temps, toi de l'autre côté, tu es là devant la caméra, tu dois être en même temps de prendre des directions d'acteurs et en même temps, tu vas lui dire là, mettre moins de budget ou on n'a pas la possibilité de faire cette scène. Des fois, est-ce que le rapport serait pas un peu étrange parce que du coup, je pense que ça demande une bonne prépa en amont. Ouais, et que le réal, il y a une confiance aussi des deux côtés. Ouais, complètement. Parce que du coup, en amont, en vrai, il y a aussi toute la prépa d'acteur que tu aurais dû assurer en plus de ton travail qui doit être absolument parfait. De prod. Pour ça, je pense qu'il faut être bien accompagné. Ouais. Et puis certainement t'entourer avec peut-être des assistants de confiance, tu vois, qui seront... ou aussi, et puis en parler avec le producteur, si un producteur, tu vois. De se dire, bon, comment tu le sens pour qu'une fois que je suis sur le tournage, je change de casquette. Et mon adjoint gère, quoi. Ouais. C'est ça. Marrant. Ouais, c'est mieux peut-être, parce qu'au moins il y a quelqu'un pour gérer la prod quand même sur le moment, et pas avoir à sortir de son rôle pour aller appeler, machin, pour arranger un problème. Et c'est rigolo parce que là, j'ai assisté dernièrement à une version de montage d'un long métrage. Et pendant la projo, je vois la productrice, puis je vois la dire prod, puis je vois la chargée de prod. Et en fait, ils ont tous un rôle dans le film, tu vois. D'accord. Et du coup, à la fin de la projo, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Genre, j'ai vu littéralement toute la prod qui joue dans le film. C'est des caméos où ils jouent vraiment des rôles? Du coup, je trouvais ça hyper marrant et tout. Et à la fin, j'en ai reparlé. En fait, c'était marrant et tu te dis, en fait, c'est tout à fait possible, tu vois. Enfin, il n'y a pas de règles. Et en fait, alors est-ce que c'est pour des problèmes budgétaires parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer autant de second rôles que du coup, il y a toute la prod qui a eu un rôle dans le film. Se faire un kiff de mettre tout le monde. Pour les petites équipes, ça peut. Et c'était hyper cool, tu vois. Et ouais, non, il n'y a pas de règles. Enfin.
Ça se fait beaucoup aux États-Unis, les comédiens qui sont aussi producteurs du film, alors pour à d'autres fond. raisons, parce que du Ouais. coup, un Tom Cruise, il va décider quasiment de la mise en scène du film à la place ouais, du ouais. réal. Mais du coup, Puis il y a des gros effectivement, sous à la clé aussi. Donc, après, c'est pas forcément la direction de production, parce que du coup, ils sont là dès l'écriture et ils sont sur la production exécutive. Je sais pas à quel point ils ont un rôle un peu partout, Mm. je pense, du coup, mais Bah, je pense que surtout, ce qui est pertinent dans ce genre de très grosse production avec autant de moyens, c'est derrière toutes les retombées économiques du film. En tant Ouais. que producteur, ouais, puis le comédien, ses choix décision. Enfin, c'est quand même son image, comme c'est des gros Bien comédiens, sûr. des stars américaines, c'est quand Ah même bah oui, oui. des monuments, quoi. Et puis donc, du les coup, producteurs aux États-Unis, c'est différent en France. C'est-à-dire Ouais. que le film appartient aux producteurs aux États-Unis parce c'est que sûr. si c'est toi qui mets l'argent entre guillemets, c'est que le film t'appartient. Alors, c'est pas un concept qui existe en France. Ouais. Si, peut-être sur des films Pathé Gaumont, je pense que Oui, les mais Trois c'est Mousquetaires, pas c'est pas autant. Là-bas, c'est Boulon, vraiment la culture, quoi. ouais. Et du coup, il y a ce truc aussi de garder en main le film et d'être décisionnaire C'est qui sûr. fait que du coup, ils veulent aussi être prod. Ce Mais- qui nous disait notre prof sur le master, c'est que si Ouais. vous voulez faire un film aux États-Unis, soyez coprod parce que sinon, c'est pas ton film. Mais en France, c'est le réalisateur et le propriétaire du film. Oui, c'est lui qui Après, il y a décide du montage. Il y a forcément une pression parce que le prod, voilà, mais du coup, il est Normalement, le prod est là décisionnaire, pour, voilà, c'est ça. Et là, pour assister le réal, plus Ouais. que de décider de tout. Et Mm. puis, c'est les studios en Oui, général c'est qui ça. font ça. Et du coup, Puis parce là, que c'est la marque vraiment du une studio. question de ton film, il t'appartient pas, quoi. Donc, ils appartiennent au studio. Ouais. Donc, D'où le fait je pense qu'il y a qu'il- aussi ça Mm. dans le fait que les grands comédiens soient aussi prod sur leur film, quoi. Oh oui, oui. D'où le fait qu'il y ait des réalisateurs qui aient le final cut de leur film. Enfin, Ouais, qui c'est demandent vrai. la director's cut ou qui demandent d'avoir le final cut Grave. du film. C'est pouvoir pas, avoir ouais, une décision ils quand sont même de- dépossédés de ça, quoi. Cette envie de raconter des histoires, dernièrement, elle se traduit aussi par cette envie de faire de la réalisation. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, oui. Eh bien, je réalise mon premier film cette année. Donc, un court-métrage. C'est Ouais, acté, en fait. genre c'est en production. C'est L'écriture. en bonne voie, on va dire. Mais oui. Mais non, en tout cas, mais c'est vrai que ça fait longtemps en fait que j'ai ce désir de réalisation. Et on en revient à ce manque de légitimité qui me suit et qui me suivra peut-être encore longtemps. Mais a fortiori parce que j'ai aussi mon compagnon qui est réel, donc j'ai toujours ce truc un peu timide de me dire bon, moi aussi j'ai envie de faire des films. Qu'est-ce que j'ai décidé? Ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis, mais j'ai tellement envie de raconter des histoires. Si je peux pas le faire, en tout cas, les histoires là qui me touchent et qui m'animent en ce moment, en étant directrice de production, parce qu'on m'amène pas les scénarios que j'ai envie de produire nécessairement, et je vais réaliser. Et j'ai hyper envie d'avoir cette expérience. Et au-delà de ça, en fait, je me dis, même pour accompagner des réals ou des auteurs, des scénaristes qui viennent toquer à ma porte pour chercher une dire de prod, je trouve que c'est important de savoir de quoi je parle en ayant déjà aussi mis les chaussures d'un réal, tu vois. De pouvoir me mettre à sa place, de me dire, ok, je comprends. Je comprends dans quelle dynamique tu te trouves, dans les dilemmes que tu rencontres, parce que moi aussi, je suis passée par là. Et de la même manière, après, en tant que réal, c'est bien parce que du coup, tu as vu un peu la gestion financière, des choses comme ça. Non, ça, Alors c'est un vrai forcément, du problème. coup, j'imagine que tu te brides peut-être au c'est scénario, horrible. du coup. Mais... C'est que ça. Ouais. C'est typiquement là, j'étais en train de reprendre l'écriture encore. Et je me disais, d'un coup, j'avais envie de mettre une petite fille. Et je me disais, ah non, mais je peux pas, une petite fille, c'est une galère de prod. Elle peut C'est pas 4 heures de tourner. tournage par Ouais, jour. non, mais quand voilà. même. J'étais en train de me poser ce genre de questions quand même. J'étais en train de me dire, non, mais légalement, puis il faut avoir les parents de 7. Enfin, tu vois, si elle est mineure. Enfin, j'étais en train de me dire, puis je suis obligée de la payer. Enfin, du coup, en fait, j'étais là, genre, mais je suis en train de me pourrir la vie à penser à que des problèmes de prod. Donc, du coup, c'est vrai que par moments, j'aimerais mieux oublier toutes ces problématiques-là. Parce que je réfléchis à un film que je vais pouvoir faire dans mes contraintes budgétaires, dans mes contraintes de prod. Pourtant, tu m'as dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé, parce que tu avais relu un de mes scénarios et on en avait parlé d'un autre que j'abandonne et que je reprends et que j'abandonne et que je reprends. Et tu m'as dit, écoute Louane, écris tout ce qui te passe par la tête. Écris vraiment tout ce que tu veux raconter et après on réduira en fonction de ton budget et de comment on peut faire. Mais écris tout ce que tu veux. C'est toi qui me l'as dit d'ailleurs. Bah ouais, je me souviens très Et bien. ça m'a tellement aidée et du coup je te retourne le compliment. Faites ce que Mais je non, dis, mais- pas ce que je fais. Ouais, toujours. Mais c'est drôle parce que même au cours Florent, j'ai le souvenir d'un prof qui nous avait dit jouez comme si vous étiez à l'Odéon, quoi. Même si t'es dans une salle avec 3 chaises devant toi et qu'il y a personne, imagine que t'es dans une très grande salle, te mets pas de limite. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, pour moi, dans l'écriture, c'est sûr que j'ai toujours ces automatismes, j'ai un peu du mal à me les enlever. Et en même temps, quand je me les enlève, j'ai une liberté infinie, quoi. Mais en même temps, une fois que je le relis, je me dis bon, c'est un produit, c'est bon truc, tu vois, je peux pas le faire en fait.
Mais c'est vrai que c'était des mots qui m'avaient beaucoup libérée. Tu m'avais aussi dit choisir, c'est renoncer. Et ça, je l'ai gardé cette phrase avec moi longtemps. Je l'ai notée dans un petit carnet et tout. Mais c'est rigolo par rapport à cette phrase de choisir, c'est renoncer, parce que dernièrement, je l'ai un peu changée. Et je me suis dit que choisir, c'était avancer avant tout, en fait. Astrid, super pour les retours scénarios. Des citations qui restent avec vous. C'est hyper franchement, c'est vrai. Hein. T'as intérêt à me citer dans ton prochain film, d'ailleurs. Il y aura remerciement en gros Astrid et Saverdine. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, vous avez collaboré ensemble. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut aborder un peu la collaboration? Dis-leur à quel point je suis horrible. Ça a été la pire expérience de ma vie. On a d'ailleurs des images des clips parce que tu joues en plus dedans dans un des clips, je crois. Et dans plusieurs des clips. Effectivement, et du coup, on a les images derrière. Oui. J'ai adoré déjà travailler avec Louane en tant que réalisatrice. Juste avant, je crois que c'est l'histoire d'un mois, on avait fait un petit court-métrage ensemble. Pour le coup, moi, je suis venue avec une idée. Quelque chose que j'avais besoin de raconter à un instant T de ma vie. Et Louane a été, je pense, la meilleure personne pour m'accompagner là-dessus. Elle était réalisatrice dessus. Ouais. On a écrit un peu toutes les deux. Et t'as complètement écrit toute seule. Oui, mais enfin, tu relisais et tu me faisais des retours. Et Louane, du coup, est venue avec une proposition de scénario suite à moi, ce que je lui avais partagé de mon désir, ce que je voulais raconter. On a tourné ce petit court-métrage en une journée. Mais c'était fou, quoi. Première collaboration. Et ensuite, on a continué avec Vie ondoyante, qu'on a tourné 2 mois ou 1 mois et demi après. Les clips du coup du deuxième EP de Clément Ferrigno, qui est jeune compositeur. Le compositeur de tous mes films, globalement, et de ceux du compagnon d'Astrid d'ailleurs. Et des nôtres bientôt, normalement. Et des vôtres bientôt, c'est le compositeur de tout le monde. Mais du coup, il a sorti un deuxième EP et j'ai réalisé tous les clips. Donc on a fait ensemble, du coup, avec Astrid, 6 mini-clips. Donc il y a 8 morceaux dans l'EP, mais on en a clippé que 6. Et ils font entre 30 et 1 minute 20. Quand on rassemble tous ces clips-là, ça fait un petit court-métrage, puisque les histoires se suivent. On était sur un tournage de La Fémis. Et quand elle est partie, je me souviens que Clément m'a dit j'ai tellement envie de travailler avec elle, mais elle va dire non. Et c'est vrai que Clément ne veut pas me demander. Je sais pas il pourquoi. était persuadé que t'allais dire non, et j'étais là, demande-lui. Enfin, ça se trouve, elle va aimer et tout. Il était là, mais j'ai 0 € et un rêve, genre. C'est un peu ça le problème aussi, c'est quand on arrive avec des courts-métrages, on n'a pas pas forcément de financement. Il y avait 1 000 €, bon. Ouais, il avait mais c'est rien du tout, quoi. En fait, ce qui était drôle, c'est que Clément m'a dit oui, j'aimerais tourner en pellicule et tout. Et moi, j'étais là, genre, ok, cool, grave, enfin, on en parle et tout. Il me dit, mais j'ai 1 000 € et j'étais là, la pellicule, j'aimerais peut-être, enfin, on va faire un choix, c'est soit les gens bouffent, soit on tourne en pellicule. Ça dépend où, enfin, tu vois, il y avait plein de final, vous avez tourné à l'autre bout de la France déjà, ça faisait des coûts on forcément, a j'imagine. tourné, oui, c'était déjà tout ça, les 1 000 € étaient partis là-dedans, grosso modo. Mais non, c'était hyper intéressant. Puis surtout, moi, ce que j'adore ce genre de tournage, c'est vraiment entre amis. Moi, vraiment, là, je réalise à quel point, parce que je travaille sur des productions un peu plus conséquentes et donc du coup avec des chefs de poste que je connais pas, qui sont beaucoup plus expérimentés. Et du coup, je réalise qu'on n'est pas sur un tournage avec des potes, quoi. C'est vraiment quelque chose de professionnel. C'est moins drôle. C'est très intéressant pour tout l'apprentissage encore que ça m'amène et les rencontres que je fais. Mais là, c'est vrai que c'était un tournage Vie ondoyante. On a tourné chez mes parents, en petit comité. C'était trop cool, 7, je crois, dans l'équipe technique. Ouais. Du coup, on a tourné chez les parents d'Astrid. Et c'était une grande maison perdue au milieu des champs. Et on était là, tous les 7, et on vivait, quoi. Et puis, c'était un rythme de tournage qui était très raisonnable. Enfin, on faisait pas des horaires horribles. Et puis, il y avait beaucoup d'entraide, en fait. Il y avait une seule personne à la déco. Et en fait, il y avait une pièce avec juste les murs, c'était des bibliothèques, il fallait tout vider. Et en fait, tout le monde l'a vidé. Enfin, c'était pas juste Jeanne, débrouille-toi, on l'a tous vidé. Puis à un moment, il fallait attendre que le soleil se couche un peu plus. Du coup, on avait 1 heure. Du coup, on allait se baigner avant de recommencer à tourner. Donc, c'est vraiment un cadre absolument. Vacances. Ouais, voilà, c'était idyllique. Ça arrive jamais, ce genre d'expérience. En même temps, c'est bien sur les courts-métrages, justement, bénévoles, où en général, les gens s'entraident beaucoup plus. Et j'imagine que ça fait du bien, quoi. Ouais, ça a créé un vrai truc entre nous tous. C'était la première fois aussi que moi, je travaillais avec une directrice de prod. Enfin, il y avait les fondateurs où il y avait 3 personnes à la production, mais c'est pas pareil, c'était pas leur métier, c'était pas leur ambition de métier. Ils faisaient d'autres choses à côté. Et voilà, il y avait personne à la production en réalité. Et du coup, c'était la première fois que je travaillais avec une directrice de production, mais ça change la vie, quoi.
ça change la vie. Enfin, C'est vachement utile. encore plus quand c'est toi. Mais, Évidemment. mais c'était vraiment... elle nous a tellement aidés. Même, enfin, tu dépassais le cadre de la directrice de prod à certains moments et t'étais une vraie épaule sur laquelle s'appuyer, quoi, parce que en fait je pense on s'en serait pas sorti, hein, que le petit garçon, encore une fois, tu t'empêches de mettre une petite fille. Clément, rien à faire. Rien à faire. Un petit garçon qui doit ressembler au comédien principal, pourtant on l'a fait en fait. On lui a bouclé les cheveux. Oui, voilà. C'était quoi l'histoire? Parce que du coup, en fait, le premier clip, c'est un petit garçon dans une tente et qui voit un paysage et plus grand, il décide de retrouver ce lieu-là. Donc en fait, c'est l'adulte dans tous les clips, c'est la même personne que le petit garçon dans ce premier clip-là. Ça pouvait pas être une fille, parce que sinon ça... Voilà, en fait, c'est la même personne. Sauf que le comédien principal a beaucoup de caractéristiques physiques, c'est-à-dire qu'il a les cheveux très frisés, il a les yeux très bleus. Il fallait qu'il colle à l'acteur principal. Voilà, c'était pas possible qu'il ressemble... Enfin, juste un peu, il fallait absolument que ce soit un petit garçon, cheveux frisés, yeux bleus, dans le secteur où on tournait. Donc autant dire mission impossible. Impossible, ça n'existe pas en fait. Et en fait, il n'y a pas de comédien là où mes parents vivent, c'est-à-dire qu'on est paumé dans la pampa. C'est la campagne, quoi. Et du coup, en fait, Astrid nous a trouvé un petit garçon qui n'était pas du tout comédien et qui a, j'ai l'impression, quand même kiffé l'expérience, avec des yeux très bleus. Ouais. Il était brun, mais il avait les cheveux complètement lisses. Donc en fait, on a juste acheté un fer à friser et Astrid a passé 1 heure à lui friser juste le devant. Et derrière, c'était tout lisse. Effectivement, t'étais pas que dire prod, quoi. Tu faisais coiffeuse, directrice de casting. J'avais beaucoup de compétences sur ce film. Tu l'as trouvé comment? Elle a testé le fer à friser sur moi, c'était... On a beaucoup ri. Et j'ai trouvé... Alors, c'est très drôle parce que ce petit garçon, c'est le fils de l'esthéticienne de ma mère. Ok, ah ouais, ça allait... On allait chercher très loin. Familiaux, quoi. Bah ouais, non, mais par un moment, c'est vrai que t'es tellement désespéré, tellement t'as plus d'options. C'est sûr. Que je m'étais dit, je vais poser des annonces dans des boulangeries. Enfin, je sais pas quoi faire, quoi. C'est tellement introuvable ce qu'on cherche. On l'a trouvé 1 semaine avant le tournage, quoi. Ouais, et on l'a trouvé 1 semaine. C'était une épopée, hein. Du coup, on était là, mais comment on va réécrire? Genre, Clément, c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment le compositeur qui est pas réalisateur, qui est pas producteur, il est compositeur, quoi. Et il était là, non mais en fait, les effets spéciaux, c'est gothique. Non, c'est hors de question. C'est l'acteur principal qui va se tellement drôle, ouais. C'était tellement marrant. Il peut se mettre sur les genoux, au final, non, mais on avait laissé avec un petit pyjama d'enfant en la mort. Mais il fait 1m90, à quelle heure il a 12 ans en fait. Je veux bien, mais... C'était vraiment marrant, ceci dit. Mais Astrid nous a sauvés. Et puis voilà. Du coup, elle a assisté un peu au montage, de ce que j'ai compris. Non, il n'y avait pas... Oui, c'était venu pour, comme tu disais, cette volonté d'accompagner jusqu'au bout. C'est vraiment... Après, malheureusement, c'est vrai que moi, j'ai été un peu prise par d'autres projets à côté. Donc, j'ai pas suivi vraiment la post-production sur Vie ondoyante, là, dont on parle, comme j'ai pu le faire sur d'autres courts-métrages où j'avais le temps, en fait, de vraiment m'investir dedans. Mais à chaque fois, pour moi, c'est hyper important, au moins de passer une ou deux fois selon les versions de montage. Je trouve ça important. Même après, j'étais venue sur l'étalo, surtout. Alors que moi, j'y étais pas. Logique. C'est te dire. Mais par moments, en fait, je conscientise même pas le fait qu'il faut que je vienne parce qu'on va m'attendre à... On s'attend à ce que je sois là, etc. Je le fais juste parce que j'ai envie d'être là, quoi. Ouais, parce que tu sélectionnes tes projets parce qu'ils te plaisent, en fait. Ouais. Parce que t'es vraiment passionné par les projets et en fait, j'ai envie de les accompagner parce que je les adore. Bah oui, tout bêtement, en fait. Est-ce que t'as des projets qui t'ont marqué profondément en tant que directrice de production? Je crois que celui sur lequel je suis en ce moment, il va certainement me marquer parce que je suis bien fatiguée et c'est un énorme apprentissage pour moi. Mais sinon, j'en ai tellement. Sur de la fiction, parce qu'on en parle, j'ai des courts-métrages là, sur lesquels j'étais dire de prod il n'y a pas si longtemps, là, cet été, tu vois, les films de Louise Chauvet, par exemple, avec qui vous avez bossé aussi. Donc j'en garde des très jolis souvenirs parce que ça reste des projets qu'on a fait avec tellement rien, tant dans l'aspect financier que aussi dans le temps de prépa, que dans les moyens qu'on avait à mettre dans ces films-là. Et ça me bouleverse en fait quand je vois des gens qui ont envie d'investir du temps. Vraiment le don de soi, tu vois, le don du temps que tu mets dans ces projets-là. Ça me marque et j'en garde à chaque fois, c'est des tournages hyper précieux, quoi. Et à l'inverse, il y a un film, ça a été le seul tournage sur lequel j'ai pas pu aller parce que j'ai eu un accident juste à 3 jours du départ. Et ça m'a permis de comprendre, on parlait, tu vois, de projets que tu prends parce qu'ils t'animent vraiment. Je travaillais depuis 1 an pour une boîte où je faisais vraiment que des projets publicitaires.
j'étais complètement sous l'eau. Enfin, j'avais, je crois, en moyenne 12 prods en même temps, quoi. Donc j'étais vraiment en burn-out, en fait. Et j'avais tellement envie de faire de la fiction qu'il y a une boîte de prod avec laquelle donc, je vous parlais, avec qui j'adore bosser, qui me propose un court-métrage. Donc ça faisait 3 ou 4 mois que je bossais dessus. Et à 2 jours du départ en tournage, j'ai mon corps qui m'a dit « Stop, en fait. D'accord. T'en fais trop ». Donc j'avais tellement de prod et je venais vraiment de terminer tous mes projets pub, étaient finis, c'est bon, j'avais fait me rendu de compte, etc. Enfin, je me sortais tout ça de la tête et je partais sur mon tournage de fiction que je rêvais de faire depuis le début de l'année. Et en fait, bah voilà, j'ai eu un accident et du coup, hospitalisation, j'ai été opérée en urgence et j'ai pas pu partir sur le tournage. Mais le drame de ma vie, quoi. Je me suis dit: «Waouh, OK, donc le seul projet, en fait, qui m'animait cette année, je peux pas le faire parce que j'ai accepté trop de projets qui, pour le coup, m'animaient moins». Mais voilà, tu as toujours l'aspect aussi financier. Enfin, il y a une réalité, tu as un loyer à payer, il faut gagner ta vie, et la pub te permet, en tout cas quand tu débutes, de gagner ta vie de manière confortable. Et ça a été hyper douloureux pour moi, quoi. J'avais le sentiment d'abandonner mon équipe, ils sont partis en tournage, mais t'imagines annoncer ça à la réal, quoi. Il y avait quelqu'un du coup quand même de la prod ou au final Ouais, j'avais ils ont une fait assistante de prod en fait D'accord. à ce moment-là, qui était en stage dans la boîte et qui a été incroyable, qui a pris le flambeau, enfin qui a vraiment a pris le relais, tu vois. Mais je me revois passer des coups de fil dans mon lit d'hôpital, à annoncer à mes chefs de poste que je venais pas, enfin à devoir gérer des galères de dernière minute avant de partir en tournage. Il y en a toujours, tu vois. C'est sûr. Et c'est hyper difficile parce que tu te sens complètement dépossédé de tout le travail que tu as commencé à amorcer. Et ça a vraiment été hyper dur pour moi. Est-ce que les projets d'après, ça a été un peu des vengeances contre la vie, contre ça genre, il y a d'autres projets derrière où tu as remis encore plus d'énergie, où tu as compris qu'il fallait canaliser, parce que sinon tu allais relâcher de nouveau Non, mais j'ai physiquement. surtout appris à ne pas trop charger la mule. Parce que j'avais beaucoup de mal à dire non. Dès qu'on venait vers moi, alors à condition que le projet me plaise, évidemment. Ça, oui, quand même. Si j'estime que le scénario ne me plaît pas pour des raisons qui me sont propres, je leur dis d'office que je serai pas la bonne personne pour les accompagner, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Maintenant, je suis contrainte juste par un emploi du temps qui fait que ça rentre pas, en fait. Donc la question se pose pas et j'accepte vraiment des projets qui me plaisent. Donc oui, en fait, à la suite de ça, quitte à se foutre en l'air, autant faire ça sur des projets qui me passionnent. Si jamais tu as des films sur lesquels tu as bossé, des clips, des choses qui arrivent dont tu voudrais parler. Tous les courts-métrages que j'ai accompagnés en 2023, j'en suis très fière. C'est des jolis projets. Il y a eu le film de Louise Chauvet dont on parlait tout à l'heure, Comme un grand brouillard. Dis, mamie, je me demande, pendant combien de temps on rend visite aux morts avant d'en avoir plus rien à faire? J'ai accompagné un réalisateur aussi, Gary, qui était sur son premier film. Et ça, pour moi, c'est hyper fort d'accompagner des premiers tournages de jeunes réalisateurs. Parce qu'il m'a fait une confiance dingue. Je suis hyper fière du film qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Le Redouté. Il y a eu beaucoup de clips, parce que j'ai aussi passé une année où j'ai travaillé pour une boîte qui fait beaucoup de live sessions pour de la musique. Puis là, dernièrement, j'ai un clip qui est sorti la semaine dernière pour MGMT. Qui est un groupe que j'affectionnais beaucoup en plus quand j'étais jeune. Et donc j'étais hyper contente d'être dire de prod sur le clip qu'on a sorti là, la semaine dernière. Et puis beaucoup de très jolis films qui vont sortir en 2024. Beaucoup plus de fiction que les années précédentes. Trop bien. Et ton premier film qui arrive. Et mon premier film qui sortira, à mon avis, pas avant 2025. Mais C'est sûr. mais en tout cas, voilà, c'est plein de jolis projets, quoi. On essaiera de repartager un max les projets du coup avec le plaisir. podcast. Bien sûr. Et puis vous voyez Vie ondoyante avec Louane qui a réalisé Carrément. ces petits clips pour Clément Ferrigno. On mettra des extraits pendant le podcast et puis après je mettrai les liens sur les réseaux. Grave, trop bonne idée. Merci en tout cas pour Merci toute cette beaucoup. expérience. Non, merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines avec Michael Muller qui est directeur de la programmation chez les Jokers. C'est trop cool de discuter. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.